Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition dont une large part sera consacrée à la visite ministérielle. Et pour en parler avec nous ce soir, Maître Nadjim Ahmada, avocat à la Cour, inscrit au barreau de Mamoudzou. Bonsoir Maître Ahmada. Bonsoir Madame. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Une visite de 2 jours qui s'est achevée il y a à peine quelques heures et durant laquelle la garde des Sceaux, Christiane Taubira, enchaînait les réunions et visites inaugurales. Les réactions étaient bien évidemment nombreuses, surtout dans le monde judiciaire. Nous y reviendrons dans quelques instants avec vous. Mais d'abord, voici les titres de ce mardi 14 octobre. Suite et fin de la visite ministérielle. La garde des Sceaux Christiane Taubira a achevé cet après-midi son séjour à Mayotte. Très sollicité aujourd'hui encore, le programme était plutôt chargé. Le point dans ce journal. La taxe foncière désormais appliquée à Mayotte, une mesure qui, pour le moins que l'on puisse dire, inquiète les Mahorais. Et enfin, les vendeurs à la sauvette de nouveau au cœur d'une polémique. Toujours plus nombreux chaque jour, leur présence provoque la colère des commerçants. Après avoir commencé sa journée par une visite du service détaché du greffe de Sada, la ministre s'est rendue à la maison d'arrêt de Majicavo, l'occasion pour elle de s'entretenir avec le personnel du centre pénitentiaire. À l'issue de la réunion et de la visite de la prison, elle a tenu un discours devant la presse. Plus d'explications avec Camille Leca et Abbas Alidi. Voilà, c'est fait. Après plus d'1 heure de visite, la garde des Sceaux se présente devant les journalistes pour l'inauguration officielle de la maison d'arrêt de Majicavo. La plaque est enfin dévoilée 4 mois après sa mise en service. Puis, pour la première fois de sa visite sur le sol mahorais, Christiane Taubira prend le micro pour un discours officiel. L'occasion pour elle de souligner l'importance du bon déroulement de l'incarcération et de l'adaptation des sanctions. Il nous faut faire en sorte que le temps d'incarcération soit vraiment un temps utile, que les conditions de maintien des relations familiales, d'insertion, de réinsertion soient assurées de sorte que la sortie soit une vraie sortie. Une vraie sortie. Pour nous tous, moi-même garde des Sceaux, l'administration pénitentiaire, les personnels qui interviennent au quotidien auprès de ces détenus, pour nous tous, l'objectif c'est de ne pas les revoir. Voilà, ne pas les revoir. Sortie pour de bon. Donc nous mettons en place les dispositions, les dispositifs, les mécanismes qui permettent, qui augmentent les chances pour qu'une fois sortis, ils ne reviennent. Deuxième point important aux yeux de la ministre, la prise en compte de la spécificité des Outre-mer. Évidemment, dans les Outre-mer, il y a des enjeux particuliers. Il y a des enjeux particuliers qui sont dus d'abord à l'éloignement. Bien sûr, les décisions sont prises à Paris et moi qui ai beaucoup protesté contre les centralisations abusives, le pouvoir d'État qui surplombe, évidemment, j'appartiens maintenant au pouvoir d'État. Eh bien, je veille d'expérience appartenant au pouvoir d'État à ne pas surplomber, à ne pas venir avec l'arrogance de celles et de ceux qui savent, qui ont tout pensé, qui ont tout compris et qui imposent des décisions. La visite s'est terminée par la décoration d'une conseillère d'orientation et de probation et de 4 surveillants pénitentiaires. À une action remarquable. Et en marge de cette visite à la maison d'arrêt, le chantier d'extension a été présenté à la presse. L'occasion pour nous de faire le point sur le contenu précis de ces travaux. Les précisions de Camille Leca. Alors que la garde des Sceaux s'entretient à huis clos avec le personnel pénitentiaire, derrière le bâtiment central, le chantier d'extension de la maison d'arrêt est présenté à la presse. Une extension très attendue qui sera ouverte au 2e semestre 2015. Ce sont ainsi 4 nouveaux quartiers qui vont sortir de terre. Pour les hommes, 152 places supplémentaires sont prévues au centre de détention et 76 places à la maison d'arrêt. Mais les grandes nouveautés vont concerner les femmes et les mineurs. 6 places supplémentaires pour les détenues féminines et 30 places pour le quartier des mineurs. Enfin, la majorité des nouvelles cellules construites seront individuelles. Les travaux réalisés par la société Colas auront coûté 45 millions d'euros. Pour sa dernière étape sur l'île, la ministre de la Justice a tenu à se rendre dans les locaux du centre de formation de l'AGEPAC. Sur son site des 16 villas, l'occasion pour elle de promouvoir la structure et son travail d'insertion et d'accompagnement. Aujourd'hui, sous l'égide de la Fondation des apprentis d'Auteuil, l'AGEPAC accueille des jeunes âgés de 11 à 25 ans.
70 personnes travaillent ainsi pour former plus de 1000 jeunes sur tout le territoire. La ministre a pu les rencontrer et échanger avec certains d'entre eux cet après-midi. Elle a aussi profité pour souligner l'importance de la lutte contre l'illettrisme et la priorité donnée à l'accès à l'éducation pour tous. Et d'ailleurs, sur la question des jeunes et particulièrement des mineurs, Camille Leca a pu s'entretenir avec la ministre à l'issue de sa conférence de presse. Je vous propose de l'écouter. Alors bonjour Amina, je suis bien ici en dehors du bureau du préfet sur Petite Terre avec Madame la ministre de la Justice, Christiane Taubira. Christiane Taubira, Madame la ministre, bonjour. Bonjour. En 2013, 36% des actes de délinquance impliquent des mineurs. 93% des cambriolages impliquent des mineurs. Donc qu'est-ce que fait la justice, qu'est-ce que vous faites vous pour leur donner d'autres perspectives que la délinquance, très concrètement ? Alors, le rôle de la justice, c'est pas de donner d'autres perspectives que la délinquance. Le rôle de la justice, c'est de sanctionner les actes de délinquance. Et c'est ce que font les juridictions. Mais concernant les mineurs, à Mayotte, comme dans tous les territoires de la République, comme dans tous les pays démocratiques du monde, à Mayotte, il faut aussi prendre en charge les mineurs, apporter toute une série de réponses en matière d'éducation, en matière sociale, en matière d'accès aux soins, faire en sorte que les mineurs soient encadrés, qu'ils aient connaissance des règles, qu'ils sachent que lorsqu'ils transgressent les règles, ils sont punis. Il y a une problématique particulière à Mayotte. Il faut donc apporter un certain nombre de réponses particulières. Donc le rôle de la justice en matière de juridiction est un rôle répressif. C'est un rôle qui consiste à prononcer des décisions pour punir des actes de délinquance. Admettons, vous et moi, qu'il y a des degrés de gravité dans les actes de délinquance. Donc donner des chiffres bruts, ça ne révèle pas forcément la différence qu'il peut y avoir entre une délinquance de survie qui est contestable, qui est répréhensible, mais qui n'est pas la même chose qu'une délinquance d'agression, qu'une délinquance d'appropriation, qu'une délinquance de destruction. Donc il y a des degrés et les chiffres globaux sont à manier avec précaution. Ensuite, bien entendu, la justice est soucieuse aussi de la prévention, et notamment concernant les mineurs. Et c'est pour ça que nous avons augmenté de façon significative les effectifs de la protection judiciaire de la jeunesse, que nous travaillons avec le Conseil général qui a la compétence en matière de protection de l'enfance, de façon à augmenter les capacités d'accueil et surtout à les diversifier, puisque aujourd'hui ce sont essentiellement des familles d'accueil qui accueillent les jeunes, placés par le Conseil général. Il y a lieu d'avoir des structures plus officielles, plus formelles, telles que par exemple des foyers d'accueil de l'enfance. Mais bien entendu, il y a aussi tout un travail à faire dans la société, parce qu'il y a cette problématique des mineurs isolés, livrés à eux-mêmes, qui n'ont pas d'autorité ni parentale, ni d'adulte en général, face à laquelle ils sont confrontés par leurs actes, y compris de simple incivilité. Donc il faut arriver à régler ce problème-là. Et c'est donc toute la puissance publique d'État qui est disposée à le faire, qui le fait par l'éducation et par les autres moyens. Mais c'est un travail d'articulation qu'il faut faire avec les collectivités territoriales, avec les associations et avec la population dans toutes ces formes d'organisation. Vous pensez que l'éducation, ça suffit, surtout quand on a des mineurs souvent multirécidivistes? La population, on n'en peut plus en fait. Est-ce que l'éducation peut vraiment suffire ? Madame, si je ne croyais pas en l'éducation, je ne croirais pas dans les sociétés humaines. Je ne croirais pas dans la civilisation. Je ne croirais pas dans la capacité de l'individu à s'émanciper. Donc on peut continuer des discussions générales à perte de vue sur de grosses statistiques, sur des caractérisation générale, ça ne me paraît pas répondre aux réalités. Les réalités, ce sont des situations individuelles, ce sont des situations sociales auxquelles il faut apporter des réponses. Donc si vous me demandez si je crois que l'éducation ça suffit, si je ne crois pas à l'éducation, je dis à ce moment-là, je me mets à croire à une société de la loi du plus fort, je me mets à croire à une société de la sauvagerie, je me mets à croire à une société où l'on frappe les autres. Bon, non, je crois à l'éducation profondément, madame, et je crois que l'éducation a fait la démonstration de sa capacité à enseigner le vivre ensemble et à permettre à chacun d'acquérir les connaissances nécessaires pour construire sa destinée personnelle. Nous venons d'entendre un entretien que Camille Leca a eu avec la ministre, la garde des Sceaux, Christiane Taubira. Nadim Hamada, une visite très attendue à Mayotte. Vous avez fait partie des personnes que la ministre a rencontrées ? Oui, bonsoir. Nous avons rencontré effectivement, j'ai pu rencontrer aujourd'hui à la GEPAC la ministre garde des Sceaux, ministre de la Justice, mais c'était une rencontre assez furtive et rapide. Nous n'avons pas pu échanger sur un certain nombre de sujets, puisque ce n'était pas prévu que je la rencontre. J'étais là parce qu'on m'avait invité. En tout état de cause, le représentant des avocats de Mayotte, c'est-à-dire le bâtonnier, voulait rencontrer la ministre
pour lui exposer les problématiques que nous rencontrons dans notre profession et en tant que professionnel du droit avec les personnes qui connaissent des difficultés avec la justice. Cette rencontre n'a pas pu avoir lieu, me semble-t-il, puisque lors de la rencontre au palais de justice avec les professions réglementées, les auxiliaires de justice, cet entretien a duré, il me semble, que 2 à 5 minutes. Donc, pas le temps d'exposer quelque chose. Et donc, Madame la ministre s'est surtout entretenue avec les chefs de juridiction, c'est-à-dire avec la magistrature, et puis s'en est allée. Donc, nous restons un peu sur notre faim. Voilà. Nous le savons d'ailleurs que vous êtes en grève et vous attendez justement les recommandations des instances de Paris. Donc, pour vous, c'est un sentiment d'abandon venant du gouvernement, le fait que la ministre n'ait pas pu vous rencontrer ou n'ait pas tenu à le faire? Nous, on pensait, c'est quand même le ministre de la Justice ou la ministre de la Justice, donc on pensait que en ayant dans ses projets de loi une réforme de notre profession et de toutes les professions réglementées et l'aide juridictionnelle également, on aurait pu lui exposer les difficultés, surtout à Mayotte, où l'aide juridictionnelle est une partie importante de notre activité. Donc je rappelle que cette réforme qui veut qu'on veut taxer les cabinets d'avocats pour pouvoir financer l'aide juridictionnelle. Nous, on s'était mis en grève suite aux recommandations du CNB, Conseil national des barreaux. De manière ponctuelle, on nous dit de se mettre en mouvement ou pas. Le gouvernement a un peu reculé puisqu'à repoussé la réforme à une date ultérieure, mais n'a pas abandonné le projet. Donc, nous étions en grève, nous sommes toujours alertes par rapport à cette réforme et également sur la réforme des professions libérales qui veut qu'on veut, ouvrir à la concurrence ces professions-là, c'est-à-dire les huissiers, les notaires et avocats et autres, ce qui est un danger pour les justiciables, puisque si aujourd'hui vous allez voir un avocat ou un huissier ou un notaire, c'est parce qu'on a confiance à ce professionnel du droit qui a fait un certain nombre d'années d'études de droit, qui sécurise son acte qu'il va faire et on engage notre responsabilité sur ces actes-là, au minimum 10 ans. Donc, ouvrir à la concurrence à je ne sais qui, des gens qui font se donner le titre de professionnel du droit est dangereux pour nous, pour le justiciable. D'où notre mouvement qui a été initié en métropole, même à Mayotte aussi, on s'est mis en grève une fois, oui, effectivement. On l'a vu, la ministre a rencontré les instances judiciaires et ce qui revient souvent, c'est le manque de moyens. Vous le vivez également quotidiennement. Absolument. Vous savez qu'actuellement, à Mayotte, il y a des postes vacants de magistrats et de greffiers. C'est-à-dire que pour rendre la justice, il y a des juges qui manquent. Et donc, pour compléter cela, il y a des magistrats ponctuellement qui viennent de La Réunion pour composer une juridiction ou pour remplacer ou pour occuper un poste de greffier pendant 1 mois ou 2 mois ou 3 mois et puis repartent à La Réunion pour occuper leur vrai poste qui est à La Réunion. Donc il y a une vraie difficulté par rapport à ça. Et effectivement, nous attendions que la ministre nous donne des signes d'encouragement par rapport à ça, c'est-à-dire des moyens supplémentaires. Je reprendrai l'expression qu'aime bien employer Patrick Milan, c'est il y a qu'à faire, il y a qu'à, ou il faut que, sauf que nous attendions que la ministre nous dise, dans les semaines qui arrivent, vous aurez 5-10 magistrats supplémentaires, concrètement, ou 2 ou 3 greffiers supplémentaires. Non, on nous dit, attendons, vous avez eu suffisamment de moyens au moment du passage en département, au moment du passage et de l'installation du tribunal de grande instance, en 2011, avec l'arrivée d'un ancien ministre, M. Mercier. Aujourd'hui, les moyens vont venir, mais on ne dit pas quelle échéance, quelle modalité et combien. Une ouverture à la concurrence des actes juridiques, des magistrats manquants à Mayotte, est-ce que cela n'entame pas quelque part la sécurité juridique qui est une valeur républicaine ? Vous pointez du doigt le nœud du problème. Effectivement, pour le justiciable lambda, pour tout un chacun, effectivement, si on a, par exemple, pour faire un acte de mariage, un contrat de mariage, n'importe qui peut le faire dorénavant parce qu'il a fait 1 an ou 2 ans ou 3 ans d'études, c'est pas sécurisant puisque ça engage de conséquences sur le patrimoine d'une personne. Donc, des magistrats qui manquent, effectivement, ça induit un ralentissement de l'appareil judiciaire, puisque, effectivement, manque de moyens, donc les affaires ont du mal à sortir, c'est-à-dire à être jugées.
Et on l'a vu en fait ces derniers temps, à Mayotte, on se plaint beaucoup de la délinquance juvénile, des délinquants jeunes qui sont déférés devant les tribunaux, mais vers qui on ne peut pas prendre de sanctions pérennes, dans le sens où ils sont mineurs, on ne peut pas les retenir en prison. La ministre ici a évoqué des pistes. Est-ce que pour vous, c'est des choses qui sont réalisables à Mayotte et dans un moyen terme, un court terme ou plus long terme? La ministre a tenu un discours dans votre dernier reportage notamment qui était pro-sanction. Je ne la reconnaissais pas. Il faut savoir que Madame la ministre, elle ne me démentira pas lorsqu'on lui fera écho de ce que je vais dire, c'est qu'elle est favorable aux mesures alternatives, ce qui est une bonne chose en soi. C'est-à-dire éviter la prison. Mais pour les majeurs comme les mineurs. Et absolument essayer de trouver des mesures alternatives. Pour les mineurs, pour répondre à votre question concrètement, les mineurs sont ce qui régisse leur situation pénale, c'est une ordonnance de 45, un texte de loi fait au lendemain de la guerre, en 1945, qui a été plusieurs fois réformé, mais l'esprit, c'est un texte de 45 qui n'est plus adapté aujourd'hui à la délinquance qu'on connaît aujourd'hui. La délinquance de 1945 et celle de 2014 n'est pas la même. A fortiori à Mayotte, où on a une autre forme de délinquance qu'elle a elle-même identifiée, c'est-à-dire des mineurs isolés qui ne peuvent effectivement être placés dans des établissements de rétention ou de détention, puisqu'il y avait un manque criant de place à Mayotte. Là, on ouvre 30 cellules, paraît-il, mais jusqu'à très récemment, c'est forcément insuffisant. Forcément insuffisant. Le nombre de gardes à vue par semaine, ça dépasse 30 des mineurs. Donc aujourd'hui, nous demandions à ce que, effectivement, la ministre dit qu'il faut des moyens supplémentaires pour accueillir ces jeunes, plus de structures d'accueil. Mais concrètement, c'est quoi? Qu'est-ce que va faire l'État, que va faire le gouvernement, que va faire la ministre en direction de ces jeunes, en direction de la population qui souffre de cette délinquance? Nous attendions à ce qu'elle nous informe sur ces points-là et nous restons encore une fois sur notre faim. La ministre parle également de la prise en compte de la spécificité des Outre-mer et on sait qu'à Mayotte, les spécificités, il y en a, ils sont propres. Est-ce que vous avez l'impression que sur le terrain, ça se ressent? Précisez votre question, c'est-à-dire? On parle des spécificités juridiques, on a vu l'application du droit commun. Est-ce que au quotidien, la spécificité à Mayotte est prise en compte? Du fait du passage en département, il y a la législation de droit commun doit s'appliquer, c'est la règle, partout sur le territoire national, notamment à Mayotte. Et donc, il y a un rattrapage, parce que du jour au lendemain, on ne peut pas changer une règle pour passer à une autre. Donc, au fur et à mesure, les changements sont en train de se faire, les réformes sont en train de se faire, mais concrètement, sur le terrain, non. C'est la loi qui s'applique, c'est la même loi, sauf qu'ici, c'est les moyens qui manquent pour appliquer pleinement la loi. Donc pour vous, si on devait vous poser la question, cette visite, le bilan, comment vous le qualifierez? Une visite pour rien, parce que je me rappelle d'il y a quelques mois ou quelques semaines, le ministre de l'Intérieur qui est passé. Également, on l'attendait sur un certain nombre de points sur la sécurité, la sécurisation du territoire de Mayotte. Il est venu nous indiquer qu'il y avait 20%, je crois, ou 19% de délinquance en moins par rapport à l'année dernière. Je pense que les habitants de Kawini ne seront pas d'accord, ou de Majicavo. D'accord, on continue avec autre sujet d'actualité. À Mayotte, la taxe foncière arrive et au fur et à mesure dans les boîtes aux lettres avec beaucoup de retard et les Mahorais sont inquiets car ils sont soumis au même taux que les autres départements d'outre-mer. Or, cela n'a échappé à personne. Dans tous les domaines, le département a encore beaucoup à rattraper. Ainsi, la direction des impôts à Mayotte a décidé de repousser la date limite de paiement des impôts. Au lieu du 15 octobre, celle-ci a été reportée au 31. Reportage de Shakila Youssouf et Fred Souleymana. Les propriétaires attendent impatiemment leur taxe foncière qui aurait dû être dans les boîtes aux lettres. Selon les revenus annuels, la taxe foncière est plus ou moins élevée que les autres années. Par contre, certains ont eu des surprises de taille. Leur taxe foncière est passée de 700 € à 7000 €. Pour l'heure, certains contribuables reçoivent leur courrier bien en retard, ce qui pousse la direction des impôts à repousser la date limite de paiement. Un grand nombre d'usagers n'ont pas encore reçu leur taxe foncière. Donc, je suis là pour les rassurer. Vous oubliez la date de demain, la date du 15 octobre, et la taxe foncière est à payer désormais au 31 octobre 2014. Donc à la fin du mois, donc les feuilles vont arriver dans les prochains jours, et vous avez donc largement le temps de régler votre facture. Donc pas d'inquiétude.
Malgré ce report de paiement des taxes, la population s'interroge sur la répartition de cette taxe. Il semblerait que la part sur une parcelle non bâtie pourrait être plus chère que la part sur une parcelle bâtie. Avant même que la taxe d'habitation ne fasse son apparition, ils sont nombreux à ne pas pouvoir payer la taxe foncière sur leur terrain hérité. Ils craignent de perdre leur patrimoine familial et sur ce sujet, la direction des impôts s'exprime. Une famille mahoraise se réveille avec une facture de 7 000 € ou alors elle possède un château sur Mayotte, ce que je n'ai pas encore vu. La taxe foncière dépend de la valeur de la construction. Donc si on a un logement modeste, la taxe foncière sera peu élevée. Évidemment, si on a un logement très luxueux, très grand, avec une qualité de construction qui soit au-delà de ce qui se fait habituellement, eh bien effectivement la taxe foncière peut être très élevée, de quelques milliers d'euros. Taxe locative, taxe foncière, tant de vocabulaire que la population mahoraise ne comprend pas. Ils savent néanmoins qu'ils vivent dans un département français, mais cela ne les ravit pas de payer plus de taxes en 2014. Reste à savoir quel taux a été voté par les mairies. Si c'est 15%, ce taux est trop cher selon les Mahorais. On parlait tout à l'heure, Maître Nadia Mamada, de l'application du droit commun. On en voit ici un exemple concret des Mahorais qui sont surpris et inquiets du fait de l'application de cette taxe foncière. Vous, en tant qu'avocat et connaisseur du droit, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, votre réaction? Non, je vous parlerai en tant que simple citoyen, c'est-à-dire vivant à Mayotte. La difficulté, c'est qu'on nous a mal vendu les départements. On nous a surtout miroité les avantages, mais on nous a omis quelque part les inconvénients, si je puis dire. Les inconvénients, c'est ça. C'est-à-dire qu'on nous oblige, de par le passage en département assez rapidement, à payer un certain nombre de taxes, ce qui est normal, mais en retour, on n'a pas les droits qu'on devrait avoir immédiatement également. On nous dit sur 10 ans, 15 ans, voire 20 ans, certains 25 ans. Il faut rattraper tout ça. Donc la difficulté, elle est là. C'est-à-dire il y a le droit commun qui s'applique, mais à double vitesse. Quand il s'agit des droits, c'est une vitesse différente. Quand il s'agit des obligations, on est dans une autre logique. Donc on a quand même un gouvernement qui est un État qui est un peu en difficulté financière. Donc si on peut retarder le plus loin possible les paiements, c'est comme on gère un peu le pays le territoire de Mayotte comme une entreprise. On retarde le plus longtemps possible les paiements, mais en revanche, on veut être payé immédiatement. Donc la difficulté, elle est là. Donc sur ce, malheureusement, on n'y peut rien. On doit rediscuter très prochainement sur la départementalisation, les suites et tout ça. Il y a eu des propositions du sénateur Tani, du président du Conseil général. Donc ça va rediscuter de nouveau avec le gouvernement pour effectivement que les droits arrivent assez rapidement par rapport aux obligations qui sont déjà en application. Le pacte de la départementalisation est acté. N'est-ce pas trop tard pour revoir toutes ces mesures ? Non, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. C'est du droit. Le droit, il suffit que ça soit voté le lendemain à l'Assemblée nationale et il est applicable immédiatement. Le tout, c'est que les lois ont été votées, mais on donne des délais d'application sur plusieurs années. Il suffit de réformer, tout simplement. Autre sujet, depuis des années, les vendeurs à la sauvette squattent les trottoirs du marché de Mamoudzou pour, disent-ils, trouver de quoi manger pour leurs enfants. Tous les jours, ils sont sommés par la police municipale et nationale de quitter les lieux, mais rien n'y fait, ils finissent toujours par revenir. Une situation qui, tous les ans, révolte les commerçants du marché qui sont de plus en plus tentés de vendre eux aussi sur les trottoirs. Shakila Issouf et Fred Souleymana. Les marchandises sont étalées sur un tissu qui fait office de panier. Dès que les policiers municipaux et nationaux font une descente, ils prennent la peau d'escampette. Malgré des contrôles réguliers, le nombre de vendeurs à la sauvette augmente. Sacs à main, bijoux, sous-vêtements, produits alimentaires et ustensiles de cuisine. Ces vendeurs sont prêts à tout vendre pour avoir de l'argent et subvenir aux besoins de leur famille. Au niveau Yawasiroudzawan, Waskolirsudzawan, Karsinadraroudzawan, mais au niveau local, les charia local, kawasi azimaor. Na wantu wanu waudzawan, wanu wantu ikomba izmarkwazrengo wani wao wasile wana wa Faransa, yo faida ya Faransa. Ils restent sous le soleil toute une journée pour avoir 20 à 100 €. L'essentiel pour eux est de trouver du travail et de ne pas rester à rien faire. Cette consommatrice préfère les voir dehors dans les rues à vendre plutôt qu'ils aillent cambrioler les maisons et les entreprises.
Kwa sasa na waruvunzi wa mavani la ler taramu mar pare mabayatu ya vidina na berzibate warfanya hazatu uripare mabayatu ya vunzo wanonyo wasudebrouiller wafanya walile ulezi wao malagoni hao wajao. Quelques-uns des vendeurs à la sauvette font du porte-à-porte pour écouler leurs produits qu'ils achètent depuis Dubaï. Certains pensent que si dans leur pays d'origine ces familles pouvaient y travailler, alors elles ne seraient pas venues à Mayotte. Cette situation n'existerait pas. Reste à savoir ce que vont devenir leurs enfants nés sur le sol français. Si les choses changent chez eux, continueront-ils à vivre à Mayotte ou repartiront-ils sur leur île d'origine? Et avant de nous quitter, sachez que les Hadj sont depuis aujourd'hui de retour à Mayotte. Nous leur souhaitons bien évidemment la bienvenue. Nous y reviendrons plus amplement dans nos prochaines éditions. C'est ici que s'achève ce journal. Maître Nadim Hamada, merci à vous pour cette interview. Merci pour votre invitation. Dans quelques instants, la suite de nos programmes avec la météo présentée par Ornella Perrine. Pour ma part, c'est avec plaisir que je vous retrouverai demain soir pour une nouvelle édition. Excellente soirée à vous sur KTV.